Rafale de mitraillettes et grenades en plein centre de Jérusalem. Un commando suicide palestinien blesse une cinquantaine de personnes. L'un des terroristes a été tué, 2 autres arrêtés. La colère des sidérurgistes lorrains, le siège du Parti socialiste à Metz attaqué ce matin. Le Conseil régional et le Comité économique et social lorrain demandent au chef de l'État de revenir sur les décisions gouvernementales. La relance du logement, 10 mesures annoncées aujourd'hui par le ministre Paul Quillez pour favoriser l'accès à la propriété et à la location. Paul Newman, acteur mais aussi réalisateur, scénariste et producteur d'un film dédié à la mémoire de son fils, L'Affrontement. Madame, Monsieur, bonsoir. 4 jours après l'annonce par le gouvernement d'un plan draconien pour la sidérurgie, la colère gronde toujours en Lorraine. À Metz aujourd'hui, elle a grondé dans la rue, mais aussi dans les assemblées des élus locaux. La rue d'abord, le siège du Parti socialiste de la Moselle à Metz a été attaqué ce matin par un commando de sidérurgistes. Sur place, Geneviève Moll. La permanence du député socialiste Nicolas Chiffler, rue de la Haye à Metz, a été attaqué ce matin vers 10h45 par des éléments non identifiés. Il y avait une cinquantaine de grévistes, moi. Ils étaient habillés de treillis. Ils avaient des cagoules sur eux, vous savez, le visage caché. Ils avaient des barres de fer, des matraques, des boulons, des cailloux. Puis quand ils sont arrivés ici, moi j'étais juste en haut de la rue là. Et j'ai entendu du bruit, hein. Ils ont commencé à forcer un volet. Et il y a des gens de la maison là qui habitent là. Ils ont commencé à crier. Il y en a qui a lancé un pot de peinture pour avoir les gens en haut. On voit même toute la peinture qui a le lampadaire là. Et ils ont commencé à acheter les boulots dans les vitres, tout ça. Après ils sont rentrés dedans. Ils ont donné un coup de matraque à une secrétaire qui travaille là. Et après ça, il y a plusieurs gens qui ont crié. Et là ils sont remontés tous en courant. Et ils ont cassé une autre vitrine au coin d'un magasin qui est dans la rue là-bas. Nicolas Chiffler, député socialiste démissionnaire, a immédiatement lancé un appel au ministre de l'Intérieur. Oui, j'ai demandé la protection de la police pour les locaux des élus députés de la région, parce qu'il me semble qu'un certain nombre de choses dérapent et que des risques deviennent de plus en plus grands pour les élus de la région et les élus nationaux que nous sommes. En particulier les élus socialistes ? Je pense en particulier les élus socialistes à cause des mesures gouvernementales qui ont été prises sur le plan acier. Mais monsieur le député, apparemment votre démission n'a pas satisfait les sidérurgistes puisque votre permanence a été attaquée. Je pense que l'efficacité d'une démission sera démontrée dans les semaines qui viennent et que j'espère bien contribuer à ce que des mesures concrètes et rapides soient prises dans le sens que nous souhaitons. Jean Lorrain, secrétaire d'État aux anciens combattants et élu de Lorraine, était également présent au moment de l'attaque du commando. Je me demande si les actes ont été commis par les sidérurgistes, par les syndicalistes ou par un commando d'extrême droite. Ce n'est pas impossible non plus. 5 ouvriers de Sacy-Lor ont été appréhendés ce matin, puis relâchés. Selon la police, les voitures utilisées par les membres du commando auraient été louées par Sacy-Lor, mais il est pratiquement impossible de déterminer aujourd'hui le nom des loueurs. La fédération du Parti socialiste de Moselle a en tout cas annoncé son intention de déménager. Sur le terrain encore, près de Longwy, 200 sidérurgistes ont coupé cet après-midi la voie ferrée Luxembourg-Nancy-Paris à la hauteur de Longuillon. Les élus locaux ont pris aujourd'hui le relais des syndicats et de la base. Le Conseil régional de Lorraine et le Comité économique et social, réunis à Metz en assemblée extraordinaire, ont demandé à la quasi-unanimité de leurs membres la révision du plan sidérurgique. Patricia Charnelet. L'heure était grave ce matin à Metz. Dans la préfecture, entourée de CRS et de gendarmes mobiles, les politiques et les socioprofessionnels de la région réunis pour la première fois en assemblée commune. Des élus de gauche et de droite, des patrons, des syndicalistes, qui pendant 5 heures ont examiné les décisions gouvernementales. Leur réponse est claire, c'est non. Dans une motion votée à l'unanimité, ils exigent que le gouvernement procède d'urgence à la révision du plan de restructuration et qu'il ouvre des négociations avec eux. Un vrai consensus donc, au-delà des clivages politiques,
souligné par le président du Conseil régional. Cela prouve qu'en période de crise grave, cette province, déjà pas mal meurtrie par l'histoire, par les guerres et par le passé, peut se ressaisir et faire fi de ces divergences politiques pour s'adresser au gouvernement d'une manière globale et unie. Vous pensez, Monsieur le Président, que vous allez être entendu aujourd'hui par ce gouvernement? Je vais envoyer la motion votée immédiatement par Telex aux plus hautes autorités de l'État, au gouvernement et au président de la République, et je vais demander aujourd'hui même encore un rendez-vous pour les tout prochains jours afin de pouvoir communiquer le désir unanime et la révolte unanime des Lorrains à ceux qui, au niveau le plus élevé, ont la charge des Français. À l'Assemblée nationale, où s'est ouverte aujourd'hui comme au Sénat la session parlementaire de printemps, l'opposition a demandé que le Premier ministre vienne s'expliquer sur la situation du pays. Le groupe socialiste de l'Assemblée doit se réunir demain pour examiner les conséquences en son sein du plan de restructuration industrielle après la démission de 3 députés socialistes de Moselle. Mais les commentaires et les prises de position les plus attendues sur les dernières décisions du gouvernement et plus globalement sur son avenir même, ce sont bien sûr ceux de Georges Marchais. Le secrétaire général du Parti communiste est en effet ce soir l'invité de l'heure de vérité d'Antenne 2. Comme d'habitude, vous pourrez, vous le savez, poser vos propres questions à Monsieur Marchais en appelant à Paris le 787 11 11. L'heure de vérité, donc, juste après ce journal. Et dans notre dernière édition, à 23h15, 2 journalistes commenteront à chaud les propos de Monsieur Marchais, Dominique Jamais du Quotidien de Paris et François Ilsoun de l'Humanité Dimanche. Pour relancer le bâtiment, il faut relancer le logement, et pour relancer le logement, il faut encourager l'épargne. Et pour concrétiser ce raisonnement qui préside au plan annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Paul Quillès, une première mesure qui intéresse les détenteurs de livrets roses ou livrets d'épargne populaire. Le plafond de cette forme d'épargne réservée aux revenus les plus modestes sera porté de 20 000 à 30 000 francs. Mais le plan de relance de l'immobilier, annoncé aujourd'hui, est un plan d'ensemble qui vise à développer à la fois la propriété et le secteur locatif. Jean Pézieux. Un immeuble de 20 logements à Rueil. À un mois de la livraison, la moitié sont vendus. Un bon score par ces temps de morosité où on achète 2 fois moins de logements qu'il y a 5 ans en région parisienne. Les acheteurs ici, des cadres qui profitent des prêts conventionnés et qui ont un apport personnel. Patrice Musy pourrait être dans ce cas. Le 5 pièces qu'il visite coûte 1 million de francs. La vente de son logement en couvrirait la moitié. Plus de 2 acquéreurs de logements neufs sur 3 revendent en effet un bien immobilier. Sinon, c'est l'emprunt à sa banque et des remboursements de 7 000 francs par mois. Je peux bénéficier sur ce programme d'un prêt conventionné. Bon, le taux en est particulièrement intéressant parce que par rapport au marché, en financement de l'ancien, je crois qu'on tourne aux alentours de 13%. Par contre, mon problème se pose au niveau de l'apport personnel. Je dois réaliser pour acheter ici la vente d'un appartement ancien. Or, la vente de cet appartement ancien qui me procurera 50% d'apport personnel est liée très souvent de la part des visiteurs à l'obtention d'un crédit. Alors, cet appartement est bien situé sur le marché, en point de vue prix, il est correct, mais très souvent, les gens ne donnent pas suite parce qu'ils ne peuvent pas obtenir un crédit à cause d'un endettement trop lourd. Ceux qui veulent acheter un logement de seconde main comme ici ont 2 solutions. Un prêt bancaire à un taux dissuasif ou un prêt conventionné mais à condition de faire des travaux. Or ici, le logement récent n'en a pas besoin. Ce logement n'a donc pas d'acheteur, le neuf non plus. Ce type de blocage aurait empêché l'an dernier quelques 25 000 achats. Pour aider les acquéreurs de logements anciens, la part de travaux obligatoires pour obtenir un prêt conventionné sera réduite. Cette part passe de 54% du prix d'achat à 33%. Les prêts conventionnés pour l'acquéreur, que ce soit de l'ancien ou du neuf, vont coûter 1% moins cher, 12,5% au lieu de 13,5%. Autre diminution du taux d'intérêt, celui des prêts conventionnés aux promoteurs. Ils baisseront de 4%, passant de 18% à 14%. Ces 2 mesures vont réduire sensiblement le prix des logements et permettre à quelques 80 000 familles des classes moyennes visées par les prêts conventionnés de devenir propriétaires.
Pour les ménages plus modestes, on crée un prêt à taux ajustable, le PAJ, qui varie notamment selon l'inflation. Si la tendance actuelle se maintient, le poids des remboursements sur le budget devrait tomber de 30 à 25%. Le plan prévoit aussi des mesures pour encourager l'investissement locatif, avec des déductions d'intérêt pour les petits épargnants. Mais surtout, on supprime les conditions imposées pour acheter avec un prêt conventionné en vue de louer. Les loyers libres de ces logements, désormais, comme les autres, devraient intéresser les investisseurs. L'ensemble de ces mesures devrait au total, sinon relancer le bâtiment, du moins freiner sa dégradation et sauver quelques 50 000 emplois. La Fédération des promoteurs constructeurs avait fait 10 propositions pour loger les Français. Et c'est avec satisfaction et intérêt que nous voyons pris en compte un certain nombre de nos demandes. Alors nous ne pouvons qu'avoir un jugement favorable, d'autant plus que nous avions été très critiques sur le budget 1984, où des mesures avaient été prises qui freinaient en fait l'investissement immobilier. C'est un plan qui vise, j'insiste beaucoup là-dessus, qui vise un aspect psychologique, à rétablir la confiance, qui a été quelque peu perdue depuis une dizaine d'années. Les Français croient moins à l'immobilier qu'à l'époque des années 60. Eh bien, je crois que cet ensemble, ce dispositif, devrait permettre aux Français de retrouver confiance dans un secteur traditionnel de l'épargne en France. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, qu'en vertu de la loi de décentralisation, il revient aux maires de se prononcer sur les permis de construire. Autre train de mesures en vigueur depuis hier, le régime d'indemnisation du chômage, dont les modalités avaient fait l'objet de longues négociations ces derniers mois. Martine Gilson nous en rappelle l'essentiel. Une précision importante d'abord. Rien ne change pour l'instant pour les chômeurs inscrits à l'ANPE avant le 1er avril. Les nouveaux chômeurs, ceux qui vont s'inscrire à partir d'aujourd'hui, sont, eux, désormais divisés en deux catégories. D'une part, les jeunes et les femmes à la recherche d'un premier emploi et les chômeurs de très longue durée. Cela relève de la solidarité, donc de l'État. Deuxième catégorie, les licenciés. Ceux-là sont indemnisés par l'UNEDIC. Cette nouvelle formule offre un avantage. Grâce à l'État, les chômeurs indemnisés seront plus nombreux. Mais elle présente un gros inconvénient. Globalement, les prestations baissent et, surtout, la durée de l'indemnisation diminue. Pourquoi cette baisse? D'abord, parce que les préretraites qui sont payées par l'assurance chômage coûtent très cher. Et puis, parce que plus les chômeurs augmentent, plus le nombre de cotisants diminue. Il y a donc moins d'argent à distribuer. Les syndicats et le patronat qui ont créé ce nouveau système n'ont pas voulu trop augmenter les cotisations des employeurs et des salariés. Ce choix aurait été bien sûr difficile à accepter par les entreprises qui, si leurs charges augmentaient, embaucheraient encore moins. Il aurait été difficile aussi à supporter en ce moment par des salariés dont on ponctionne le pouvoir d'achat. Une information pratique encore avant de passer à l'actualité à l'étranger. Le prix du litre de super augmentera de 6 centimes le 11 avril prochain, le gasoil de 1 centime. Pour l'essence ordinaire, la hausse sera de 7 ou de 8 centimes par litre. Le fioul domestique baissera d'environ 3,5 centimes. À l'étranger, le fait marquant aujourd'hui est sanglant. À Jérusalem ce matin, au principal carrefour de la partie juive de la ville, un commando de terroristes a ouvert le feu et mitraillé les passants à bout portant. Bilan officiel, 48 blessés, dont 2 dans un état grave. L'un des terroristes a été tué, 2 autres ont été arrêtés. Cet attentat d'une nature sans précédent à Jérusalem, puisqu'il s'agit d'un véritable commando suicide. Cet attentat a été revendiqué par le FDLP, un mouvement extrémiste palestinien. Sur place à Jérusalem, Charles Anderlin. Confusion, affolement, douleur aussi au cœur de Jérusalem ce matin. Ce blessé est l'une des 48 victimes du commando suicide palestinien. Un commando qui a frappé quelques minutes auparavant à la mitraillette et à la grenade. Une véritable fusillade pendant 2 ou 3 minutes avec pour cible les passants de ce quartier. Un quartier très animé à cette heure de la journée. Les secouristes donnent sur place les premiers soins aux blessés qui ne sont pas transportables. Mais retraçons le déroulement de cet attentat. 10 heures, rue du Roi Georges, 2 hommes pénètrent dans ce magasin d'articles de sport. Ils prennent des jeans et s'enferment dans une cabine d'essayage. Ils en ressortent avec des armes et des grenades. L'un d'entre eux s'est tourné pour lancer une grenade dans le magasin.
Nous l'avons poussé dehors, sur le trottoir. La grenade a explosé. Un voisin qui se trouvait dans le magasin a sorti son arme et il a tiré sur le terroriste. C'est tout. J'ai vu un terroriste couché par terre. Le bijoutier voisin l'avait déjà touché. Il s'est soulevé pour lancer une grenade. Il a essayé de toucher un autobus. J'ai tiré. Il est retombé avec la grenade. L'autre assaillant a été mis hors de combat par des passants. Il était ici debout et jetait des bombes de son sac. Mais après, il y avait 3 hommes là-bas en face. Ils mangeaient. Ils ont remarqué qu'il sort les bombes et il les jette. Ils ont pris un revolver, ils l'ont attaqué. Le ministre de l'Intérieur israélien a affirmé que les membres du commando étaient venus du Liban et qu'il fallait donc réviser les modalités de passage des civils à la frontière israélo-libanaise. À Jérusalem, dès cet après-midi, 2 manifestations de tendance opposée ont protesté contre l'attentat. Car cet attentat perpétré en pleine campagne électorale israélienne pose cruellement, une fois de plus, le problème de la sécurité des frontières d'Israël. Il relance aussi indirectement le difficile dossier de la présence militaire israélienne au Sud-Liban. Au Sud-Liban, il y a près de 2 ans, les soldats israéliens avaient été accueillis en libérateurs dans les villages musulmans chiites, excédés par l'occupation palestinienne. Et aujourd'hui, c'est au tour des Israéliens d'être pris pour des troupes d'occupation. La population locale leur est de plus en plus ouvertement hostile, comme l'ont constaté dans un village du Sud-Liban Jean-Marc Ilouz et Philippe Peter. Si la vue de ce drapeau, si la présence de cette armée sont désormais insupportables aux musulmans chiites du Sud-Liban, c'est parce qu'en près de 2 ans d'occupation israélienne, il y a eu trop d'histoires comme celle de Hassan. Hassan, 16 ans, tué accidentellement par un soldat israélien, est tombé ici même dans son école pendant une manifestation anti-israélienne. Pourquoi les Israéliens nous inondent-ils de leurs marchandises et interdisent d'exporter chez eux la moindre cigarette libanaise? Pourquoi barrent-ils nos routes? Pourquoi arrêtent-ils nos enfants? Pourquoi veulent-ils installer chez nous des milices à leur solde? Accueillis en 82 sous une pluie de roses par ces villages chiites qu'ils libéraient de l'occupation palestinienne, les Israéliens occupant à leur tour quadrillent aujourd'hui une population foncièrement hostile. Des attentats pratiquement quotidiens ont déjà tué plus d'une centaine de ces soldats. Jérusalem justifie leur maintien au Sud-Liban par la nécessité d'y empêcher le retour des commandos palestiniens dans les camps de réfugiés comme celui-ci. Mais l'argument israélien n'a plus, aux yeux des chiites, que valeur de prétexte à une surveillance constante. Ils sont venus pour chasser les Palestiniens. Les Palestiniens sont partis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Nous, on est là, c'est notre pays. Si les Palestiniens sont venus, si les Israéliens sont venus pour les Palestiniens sont partis. Donc, il ne reste plus rien à faire ici. Qui retourne chez eux en Israël? Maarake, village natal d'un grand dignitaire religieux chiite disparu, est aujourd'hui un village en deuil. Maarake, un nom qui en arabe veut dire combat, contre les Palestiniens hier, contre les Israéliens aujourd'hui. Ces voitures incendiées, tout ce qui reste des affrontements qui fin février ont opposé une nuit durant population et soldats israéliens venus à 2 heures du matin arrêter des suspects. Des pierres contre des grenades lacrymogènes tirées à bout portant, disent les habitants. Bilan, 2 enfants tués, 11 blessés et une dizaine d'arrestations. Voici les parents de l'une des victimes de l'émeute. Leur fils, leur frère, a désormais le droit au titre de martyr parce que leur drame est devenu celui de tout le village. On ne sait pas pourquoi ils sont venus. Nous, on est dans notre pays. On vit calmement. Qu'est-ce qu'ils veulent de notre pays? Israël veut le Liban pour elle, mais le Liban est pour les Libanais, pas pour les Israéliens.
Plus grave encore pour la tradition chiite, ce jeune homme accuse les soldats israéliens d'avoir déchiré le livre sacré du Coran. Ils ont fait du livre sacré. Les martyrs deviendront des étoiles au firmament de la ville sainte de Kerbala, dit cette banderole, une incantation qui peut transformer à terme la résistance à l'occupant en guerre à l'infidèle, surtout si l'occupation israélienne se prolonge indéfiniment au sud Liban. Pour riposter aux attentats anti-israéliens de plus en plus nombreux au sud Liban, l'artillerie israélienne avait pilonné hier après-midi des positions hostiles dans la région de la plaine libanaise, sous contrôle syrien. À Beyrouth aujourd'hui, le cessez-le-feu est pratiquement resté lettre morte et les quartiers résidentiels ont été les cibles de bombardements. La présence militaire française au Tchad, l'évolution du conflit tchadien ont fait l'objet de discussions en tête-à-tête aujourd'hui à N'Djamena entre le Premier ministre français Pierre Mauroy et le président tchadien Hissène Habré qui a regretté que la France ne s'engage pas davantage au Tchad. Monsieur Mauroy a rendu visite à la base avancée de Moussoro où il a salué ceux qu'il a appelés les soldats de la paix français. Monsieur Mauroy rentre à Paris ce soir. Il y a 10 ans, jour pour jour, mourait le président Pompidou. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs cérémonies officielles sont prévues. Le président du RPR, Jacques Chirac, est allé, lui, ce matin, se recueillir sur la tombe du président à Orvilliers, dans les Yvelines. Le chef de l'État y avait fait déposer une gerbe. Dominique Laury nous rappelle la personnalité et l'œuvre de Georges Pompidou. Mai 68. C'est la révolte étudiante qui révèle aux Français Georges Pompidou. Premier ministre depuis 6 ans, on le voyait plutôt comme un exécutant du général de Gaulle, mais au beau milieu de la tempête, c'est lui qui s'impose. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi. 24 ans plus tôt, quand le chef de la France libre descend triomphalement les Champs-Élysées, Georges Pompidou n'est qu'un jeune professeur inconnu. Cet homme, sans aucun titre de résistance, De Gaulle va pourtant l'installer dans son cabinet. En 58, après la traversée du désert, De Gaulle revient au pouvoir. Pompidou quitte alors la banque Rothschild et devient son collaborateur direct. L'ascension est rapide. 62, il remplace Michel Debré comme Premier ministre. Mais après mai 68, brutalement De Gaulle le remercie et le remplace par Couve de Murville. En réserve de la République, selon le mot du général de Gaulle, Georges Pompidou va ressentir durement les effets de l'affaire Markovic, dans laquelle on a cherché à l'impliquer. 1969, après la démission du général, Georges Pompidou est élu président de la République. Les Français découvrent alors quelqu'un qui leur ressemble. Chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le gai Paris, la haute couture et de bonnes exportations, du cognac, du champagne et même du Bordeaux ou du Bourgogne. C'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle. Le Concorde restera le symbole des ambitions de conquête économique de l'ère Pompidou. Mais c'est un échec commercial. Restent les centrales nucléaires, les centaines de kilomètres d'autoroutes, la construction et l'apparition des tours dans le paysage urbain. Une expansion qui se heurte bientôt au premier signe de la crise. Nous nous trouvons devant des années, en tout cas une année qui sera à bien des égards difficile. Cela peut nous étonner parce que nous avons vécu des années à bien des égards d'une facilité exceptionnelle. Mais enfin, je comprends très bien que devant les difficultés, il faille faire un retour sur soi-même. À l'extérieur, il cherche à faire de la France une puissance respectée. Mais Georges Pompidou est malade, très malade. Il reste à son poste et continue sa tâche, sans se douter peut-être que la fin est proche. Ce qui compte, a-t-il écrit, c'est que mon mandat soit pour la France une période de sécurité et de rénovation
de bonheur et de dignité. Que mon nom soit mentionné ou ne le soit pas, ce n'est pas très important. Demain, une messe solennelle aura lieu à Paris à la mémoire du président Pompidou. Une quinzaine d'attentats dans la nuit de samedi à dimanche en Corse du Sud. L'ex-FLNC a revendiqué aujourd'hui cette nouvelle nuit bleue. Meurtre aujourd'hui au Pays Basque espagnol. Un policier a été assassiné à Bilbao. Un peu moins de 15 minutes pour dévaliser 150 coffres, une forme de record battu par 6 hommes armés qui, à visage découvert, ont pillé cet après-midi une banque à Cannes. Il était venu chez ses parents fêter son 45e anniversaire avec son père. Il discute d'une histoire d'assurance qui tourne mal. Son père l'abat d'un coup de pistolet. Marvin Gaye, l'un des grands chanteurs noirs américains, est mort ainsi la nuit dernière à Los Angeles et son père a été inculpé aujourd'hui pour meurtre. L'affrontement entre un père et son fils, c'est le thème du film produit, écrit, réalisé et bien sûr joué par Paul Newman. En exclusivité pour Antenne 2, l'un des plus beaux acteurs contemporains explique son propos dans ce film qui lui tient tant à cœur et qui sort bientôt en France. Comme les immeubles qu'il démolit au volant de sa grue, Harry reçoit un jour le choc. Parce que sa vue a baissé, il perd son emploi. Et c'est un homme humilié qui va entrer en conflit avec son fils, aspirant à devenir écrivain. Au bout du compte, qu'il le veuille ou non, le roi finit toujours par découvrir qu'il doit remettre sa couronne au prince. Et quand le prince est devenu roi, c'est à lui de continuer de prendre la relève. Mais c'est dur d'abandonner la barre, surtout si on est un manuel qui ne comprend pas les intermittences de l'effort créatif chez un intellectuel. Ça, ce n'était pas le rapport conventionnel père-fils. Le traditionnel conflit de génération. Le gosse n'est pas révolté contre son père. Il se donne beaucoup de mal pour s'occuper de lui, même s'il y réussit mal. I lost my job today. Got fired. Paul Newman, père de 5 filles et d'un fils mort d'une overdose il y a 6 ans, a-t-il quelque chose en commun avec Harry, le héros de l'affrontement? Ce que nous avons en commun, c'est de savoir reconnaître nos fautes. Ce n'est pas un héros conventionnel en cela. Il fait beaucoup d'erreurs. Il ne comprend pas autant de choses qu'il le croit. Ses opinions peuvent changer du jour au lendemain. Ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est qu'il appartient plus à la vie quotidienne qu'au héros traditionnel de l'écran. Militant écologiste, membre d'un comité d'action anti-drogue, coureur automobile, fabricant d'un assaisonnement pour salade vendu au bénéfice de ses œuvres, Newman a produit, écrit, réalisé et joué l'affrontement. Ce n'est pas Paul Newman, mais Alain Gillot-Pétré qui va nous parler du temps. C'est pas la même chose. Je suis navré, la situation est bloquée. Regardez la photo satellite, vous allez voir ce blocage, c'est à cause de l'air froid. Voilà, c'est souligné. C'est à cause de l'air froid qui descend du nord qui fait partir cette dépression de dimanche qui était si mauvaise. Ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que celle de l'Atlantique, elle avance et puis voilà, vous voyez cette petite flèche, elle va rester bloquée sur l'ouest du pays pendant 2-3 jours. Donc à l'ouest, ça ne sera pas très bon et à l'est, ce sera en revanche excellent. En résumé pour demain, voici la carte. Donc du nord-est à la Franche-Comté, au nord des Alpes et à la Corse, encore de l'instabilité avec des nuages, certes, mais aussi des éclaircies et des averses de neige ou de pluie ou des orages encore sur la Méditerranée, sur le reste de la Méditerranée. C'est du grand beau temps grâce au Mistral qui souffle fort
assez fort à fort. Beau temps aussi ailleurs après dissipation des brouillards givrants, mais plus vous irez vers l'ouest, plus vous aurez des nuages qui le soir sur les côtes de l'Atlantique ne pourront donner que quelques bruines. Simplement, cette situation devrait perdurer encore 2-3 jours. Côté température, c'est loufoque, les températures débloquent, quant à elles, c'est de 5 à 12 degrés sur la moitié nord, c'est très doux à l'ouest, et de 7 à 15 degrés à Perpignan sur la moitié sud. De toute façon, c'est très en dessous des normes saisonnières, il devrait faire plus chaud. Demain mardi 3 avril, 4 minutes de soleil en plus, levé 7h23, couché 20h25, et puis bonne fête à tous les Richards, Christine. À 23h15, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.